passons au chapitre suivant qui est celui du déploiement des troupes en Ukraine. Alors évidemment, on avait cette sortie de Monsieur Macron sur ces envois de troupes. Alors après, il y a eu un branle-bas le combat. La semaine dernière, ici même dans cette émission, on vous passait notamment le chancelier Scholz qui disait qu'il était absolument inconsidéré et impossible d'envoyer des troupes au sol. Et alors quand on demande au président alors qu'il a reçu les groupes de partis justement sur ce sujet, eh bien visiblement il assume et voilà ce qu'il dit. Est-ce notre guerre ou n'est-ce pas notre guerre ? Pouvons-nous nous détourner, considérer que les choses peuvent continuer à se jouer ? Je ne crois pas. Et donc, c'est un sursaut stratégique auquel j'ai appelé et que j'assume pleinement. Il nous faut être lucides sur la réalité de la situation qui se joue en Europe, les risques qui sont à l'œuvre et ce que nous devons assumer. Je suis convaincu que, justement, la clarté assumée de ces propos est ce dont l'Europe avait besoin. Alors, voilà, c'est ce que dit le président. Un autre président, François Hollande, commente. Moins on en dit, mieux on agit. Ne pas dire ce que l'on fait, mais faire ce que l'on n'a pas dit. C'est ça qui permet d'avoir le plus d'efficacité et de ne rien faire connaître à, en l'occurrence, Vladimir Poutine, de nos intentions. Nous devons tous livrer plus. Les Allemands allaient plus vite pour que leurs engagements soient tenus. Les Français donnaient autant de matériel, y compris le plus sophistiqué, aux Ukrainiens. Et d'une manière générale, les Européens ne pas simplement se délester du matériel qui n'est pas forcément le plus efficace. Donc c'est pas en quantité, c'est en qualité aussi qu'il faut mesurer l'aide que l'on doit être capable d'apporter à l'Ukraine. Jérôme, vous bouillonnez, mais je vous donnerai la parole après avoir entendu les autres. Voici Jordan Bardella. J'ai fait savoir quelle était la position du Rassemblement national, à savoir qu'il fallait soutenir l'Ukraine, mais qu'il fallait faire en sorte que la France n'entre pas elle-même en guerre. Je suis très inquiet des positions qui sont les siennes. Moi, je pense que le rôle de la France, c'est de fixer des lignes rouges. Je pense qu'à partir du moment où on envisage l'hypothèse d'envoyer des militaires français et des soldats de l'armée française, en tout cas qu'on fait connaître cette hypothèse à une puissance nucléaire comme la Russie, je pense que c'est irresponsable et je pense que c'est extrêmement dangereux pour la paix du monde. Avant de rentrer en réunion, Manuel Bompard était déjà inquiet, mais en sortant de la réunion, encore plus. Je suis arrivé avec de l'inquiétude sur la situation. Je ressors avec plus d'inquiétude encore parce que le président de la République ne semble pas vraiment prendre la mesure du risque que pourrait faire courir pour la France, mais pour le monde de manière générale, un entêtement dans cette voie militaire. À ma connaissance, l'ensemble des figures des différentes oppositions qui se sont exprimées ont dit leur condamnation, c'était mon cas, ou pour les plus diplomatiques d'entre eux, leur désapprobation avec les propos qui avaient été tenus par le président de la République la semaine dernière. Et effectivement, il était extrêmement isolé sur ce sujet. Il y en a qui réagissent par exemple sur TikTok, comme Olivier Faure. Nous ne pouvons pas avoir un président qui se comporte comme s'il était simplement dans un jeu. Donc c'est pas une Game Boy en fait, la France. L'art de la punchline façon Olivier Faure. Éric Ciotti, lui, choisit Public Sénat. Le président de la République n'a pas clarifié la forme d'ambiguïté qu'il a souhaité entretenir. Alors il en fait un argument stratégique. J'ai redit notre totale opposition à l'engagement de troupes au sol. J'ai dit que cette position me paraissait inopportune, inappropriée, voire irresponsable, qu'elle avait isolé notre pays, qu'elle s'était faite dans une forme de précipitation. J'ai rappelé aussi qu'il y avait derrière cette réunion le soupçon d'une instrumentalisation aux fins de campagne électorale pour les élections européennes et que tout cela, naturellement, si c'était le cas, nous paraissait absolument inacceptable. Le suspicieux Éric Ciotti. Puis on termine par Fabien Roussel. Aujourd'hui, ce que je retiens de cet échange, c'est que le gouvernement et le président de la République dit clairement aux Français, aux forces politiques, que la position de la France a changé. Il y a plus de ligne rouge, il y a plus de limite. À quoi il joue Emmanuel Macron, Jérôme Béglé ?
Il a raison au moins sur le constat. Si on veut établir un rapport de force crédible avec Poutine, avec la Russie, il faut changer de méthode. Parce que là, ce rapport de force, il ne fait plus peur à qui que ce soit, en tout cas en Russie. Donc soit on envoie plus d'armes, éventuellement des armes offensives et pas des armes défensives, ce que l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne, les États-Unis et dans une moindre mesure la France se refusent de faire. Soit on dit, attendez, on a l'arme atomique, avec les conséquences que ça peut... J'explore beaucoup d'hypothèses, y compris des hypothèses pas crédibles comme celle-ci. Soit on dit, écoutez, on va encore renforcer les sanctions qui pèsent sur vous depuis 2 ans, avec aussi l'aléa que celle-ci soit pas plus efficace que celle qu'on met en place depuis 2 ans. Soit on dit, écoutez, maintenant on va passer à une vraie guerre, ou en tout cas on va relever nos manches et on va aller dans une confrontation plus forte. Bon. Il a visiblement choisi cette 4e option, le président de la République. Pour que l'une de ces 4 options soit crédible, il faut qu'elle soit soutenue par au moins la quasi-totalité des puissances européennes. Donc je ne fais pas procès à Emmanuel Macron d'avoir changé de ton et d'avoir changé de stratégie à l'égard de Vladimir Poutine. Je m'étonne qu'il n'ait pas pris soin d'alerter, ou en tout cas de mettre dans la combine Berlin, Rome, Bruxelles. Il n'y a plus de dialogue avec Berlin. Quasiment plus. On aurait pu au moins se dire, écoutez, je vais faire cette sortie-là, ne me démentez pas tout de suite, parce que là, le problème, c'est que 24 heures après qu'il ait haussé le ton, les autres capitales européennes ont dit, vous êtes timbrés, c'est pas ce qu'on pense. Donc, du coup, non seulement on n'augmente pas la puissance du rapport de force avec la Russie, mais on l'a encore un peu dégradé. Ouais. Donc je m'étonne, 10 jours après les premières déclarations, je ne sais pas très bien où on va. C'est pour ça que je vous pose la question, pourquoi est-ce qu'il recommence ? Le but, l'ambition me semble louable, mais les moyens pour y arriver, je les trouve incompréhensibles. Jacques Serret, d'Europe 1. En effet, pourquoi pas se dire on change de méthode, mais le minima, c'est de se coordonner en amont, ce qu'il n'a absolument pas fait. Mais comme ça n'a pas marché, du coup, il essaye tout seul. C'est même pas que ça n'a pas marché. Il y a cette question d'envoyer des troupes ou pas, ou cette hypothèse d'envoyer des troupes au sol n'a même pas été évoquée. En fait, avant cette sortie de la semaine dernière, qui était juste après une réunion à l'Élysée, ça n'avait même pas été discuté à la réunion juste avant. Alors, on se posait la question de savoir pourquoi est-ce qu'il a dit ça la semaine dernière, ici même la semaine dernière. Voilà. Et pourquoi ? On en est au même point. C'est même pas pour relancer, une nouvelle réponse européenne. Ça aurait été une sorte de coup d'épée dans l'eau. Quand il dit Ciotti, c'est pour des questions électoralistes européennes. C'est quand même assez tarabiscoté. C'est un peu fort de café, et en même temps, certains dans l'entourage du président assument aussi ce versant-là. C'était pas la principale raison, mais assument le fait qu'il y a, des bénéfices politiques potentiels à tirer de ces prises de parole, cette dramatisation de la situation en Ukraine. Ça avait marché, fonctionné en 2022 au moment de la campagne. C'est de la tambouille de conseiller, ça sent la tambouille de conseiller. Oui et non. Antonin, quel est votre avis là-dessus ? Moi j'ai une analyse encore un peu différente de mes camarades, mais d'abord il y a une situation sur le terrain qu'on peut regarder, qui est qu'en gros l'Ukraine ne parvient pas à repousser les offensives russes et que la Russie aujourd'hui reprend la main dans un certain nombre de territoires, qu'elle a beaucoup plus de profondeur en termes de production d'armement et de troupes, et qu'il y a un vrai sujet sur le terrain qui est combien de temps l'Ukraine va pouvoir tenir. La deuxième chose, c'est que Emmanuel Macron ne sort pas ça de son chapeau comme des conseils, c'est quand même quelqu'un qui réfléchit, puis qui a une réflexion sur la Russie qui date de longtemps. Je pense qu'il ne faut pas mésestimer l'idée qu'il a une vision du monde qui ressemble un peu à celle de la fin des années folles, c'est-à-dire la fin de l'insouciance, et qui nous a menés à Munich et à céder à l'Allemagne une partie de la Tchécoslovaquie, d'ailleurs sans demander son avis à la Tchécoslovaquie, et rentrer en France ensuite les politiques français disant on a gagné la paix, on sait ce qui s'est passé après. Il a cité dans plusieurs de ses discours, Emmanuel Macron, le mot « nous ne serons pas les somnambules de l'histoire ». Les somnambules de l'histoire, ça fait référence à une œuvre d'un écrivain autrichien qui raconte sur plusieurs générations comment est-ce que l'Allemagne s'est peu à peu laissé entraîner dans une forme d'aveuglement populiste et d'oubli d'une certaine façon de ses valeurs, et nourri aussi de la guerre de 14, dans cette espèce de basculement vers la guerre. Je ne dis pas qu'il a raison, je dis simplement on peut expliquer les choses aussi par là, et ça mérite d'être observé parce que, à mon avis, on ne tient pas les propos comme on les tient quand on est Emmanuel Macron.
sans avoir une réflexion profonde sur le moment historique que l'on est en train de vivre. Donc, je pense que ce serait aller un peu vite que de réduire ça juste à une stratégie électorale. Par ailleurs, j'ajoute 2 choses. Les attaques contre les intérêts français se sont multipliées ces dernières semaines. Vous avez en mer Noire des avions russes qui ont menacé d'abattre des avions français. C'est vrai. Vous avez des cyberattaques qui ont considérablement augmenté depuis le mois de janvier. Vous avez des intérêts français au Moyen-Orient qui sont ciblés par les Russes. Vous avez les JO qui sont menacés maintenant encore plus. Il y a quand même un climat qui est quand même anxiogène. Et dernier élément, pardonnez-moi, chers amis, mais il y a une puissance nucléaire sur le continent européen, en dehors de la Russie, c'est la France. Et il y a un moment, si vous voulez, où le sujet, et j'entends souvent des patriotes nous dire à quel point il faut restaurer la grandeur de la France et défendre la France, et d'ailleurs préserver l'arme nucléaire française qui fait notre force et notre dissuasion. On a un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Je pense que là, c'est la France, puissance nucléaire, qui parle. Elle a raison de le faire, parce que les Allemands, vous parliez des partenaires, les Allemands, excusez-moi, mais depuis le début de la guerre en Ukraine, pardon, mais Olaf Scholz, c'est quasiment, il agite le drapeau blanc dès qu'il peut agiter le drapeau blanc. Les Allemands, ils vont à reculons. Alors, on peut suivre ce discours naïf, voir que sur le terrain, ça ne progresse pas, voir que Trump va arriver et qu'il lâchera probablement l'Ukraine et que les intérêts français sont de plus en plus attaqués, et dire, il faut continuer de dire à Poutine, non, surtout pas, on va pas vous déranger dans votre conquête en Ukraine. Moi, ce qui m'aurait choqué, c'est que le président change pas de discours et qu'il n'évoque pas cette éventualité. Vous êtes une puissance nucléaire, il y a un moment, face à des gens comme Poutine, c'est pas la négo qu'il faut, c'est, oui, s'il faut, on déclenchera le feu. Et je suis désolé, mais l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne ne sont pas dans cette situation-là. Et vous aurez noté d'ailleurs que la Grande-Bretagne et les États-Unis, qui certes n'ont pas approuvé la déclaration de Macron, sont beaucoup plus mezzo voce et comprennent bien le sous-texte qu'Emmanuel Macron envoie à la Russie. Thomas, la question qu'on ne peut pas t'empêcher de se poser, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi je vous l'ai dit. Pourquoi? Les cyberattaques russes, c'est pas nouveau. Ça s'est beaucoup accentué depuis le mois de janvier. Depuis le mois de janvier. Ouais. D'accord. Ok, mais il y en a toujours eu, même depuis le début de la guerre. Il y en a eu. Sur le front ukrainien, il y a quoi de nouveau? Il y a de nouveau que l'armée ukrainienne se fait enfoncer sur plusieurs endroits de ses lignes et qu'elle a plus aujourd'hui les ressources pour faire face au front russe. Il n'y a pas eu d'événements majeurs sur le front. Vous les avez pas vus, mais il y a des événements majeurs sur le front. Si. Il y a des événements majeurs sur le front. Il y a des régions entières où l'armée ukrainienne recule et abandonne des villages parce qu'elle n'a plus la force, elle n'a plus la profondeur d'armement et de troupes pour faire face à l'offensive russe. Donc, attendez tranquillement que la Russie arrive aux portes de l'Europe. Allez demander aux Pays-Bas ce qu'ils en pensent quand la Russie sera aux portes de l'Europe. Mais moi, je ne dis pas qu'il a raison, Emmanuel Macron. Je dis attention. Je dis pas que j'ai la vérité, je dis pas que ce que je dis est vrai, je dis attention, il y a des éléments objectifs qui expliquent aussi la prise de position d'Emmanuel Macron, et tout mettre sur un plan électoraliste, à mon avis, est vraiment de courte vue. C'est pas que ce plan-là, mais on peut pas l'écarter. Ce qui est certain, c'est que depuis un mois et demi, l'Ukraine est en train de perdre pied. Donc si on continue comme ça, la Russie est à Kiev dans 6 mois. Enfin, j'exagère un peu, mais en tout cas, à Kiev ou à Varsovie. Or, on n'est plus capable de fournir les armes qu'on pensait et qu'on a estimé possible de fabriquer les 6 premiers mois et la première année. Donc il faut changer de pied. Maintenant, sur la France et puissance nucléaire, très bien, mais vous imaginez quand même pas qu'on va appuyer sur le bouton sans avoir discuté et obtenu l'aval de 30 pays d'Europe et d'Occident. Donc là encore, pourquoi pas faire jouer cette arme? Ce serait une première depuis la guerre froide, mais en même temps, la grammaire de la guerre froide, on a le droit de la réviser. Mais vous ne pouvez le faire qu'avec l'accord tacite, au moins, de vos voisins. Or là, vous avez beau dire que les critiques de nos voisins étaient mezzavoce, on l'a dit qu'elle existe, on a dit que l'Europe de la défense était la vérité, c'est que l'Europe de la défense n'existe pas. Et que donc, il y a un moment où la France et le président français qui se trouve être le chef des armées et en charge de la protection de notre pays et de sa patrie, je suis désolé, mais moi je le trouve fondé à rappeler que la France est une puissance nucléaire et qu'elle ne laissera pas la Russie faire n'importe quoi aux portes de l'Europe. Et la France trouve ça plutôt sain. Puisqu'il n'y a pas d'Europe de la défense, la France y va seule. C'est en effet une bonne réflexion. Mais encore une fois, la France a raison de rappeler ça, mais elle ne peut pas le faire sans avoir mis dans la confidence, mis dans la combine, mis dans l'affaire, mis sur le même plateau de la balance des autres pays européens. Zéro crédibilité. C'est peut-être. Et là, la crédibilité de la France, elle est d'autant plus atteinte que vous avez Olaf Scholz et les autres chefs d'État ou de gouvernement européens qui ont dit non, jamais ça. Oui. Mais c'est peut-être un narratif c'est les mêmes qui étaient à Munich et qui ont fait la paix avec les nazis. Donc si vous voulez, moi je veux bien qu'on dise jamais ça et qu'on dise ça n'arrivera pas et on va pas énerver Poutine. Enfin, non, je dis pas que ça va arriver. Vous faites un parallèle, vous faites une hypothèse. De la même façon que Jacques Chirac faisait une hypothèse tout à l'heure. Olaf Scholz, il est très pacifiste et il a raison. Moi aussi, je préfère la paix à la guerre. Mais excusez-moi, je peux pas dire que le climat ambiant vis-à-vis de la Russie et vis-à-vis de ce qui se passe sur le front ukrainien soit de nature très rassurante pour l'Europe.
Voilà, et je pense qu'il y a un moment où il faut hausser le ton face à Vladimir Poutine, et c'est pas Trump qui le fait. En attendant, c'est que des mots. Concrètement, en termes d'aide, on peut pas dire qu'on soit, on soit les premiers, pas du tout. Donc, en fait, on n'est que dans les mots. On a l'impression qu'on a un président qui n'est que dans les mots. Mais en fait, peut-être que les mots pourront faire avancer les choses. Les Britanniques, les Allemands, ils se marrent. Non, je suis pas sûr qu'ils se marrent. Non, on va s'en reparler, je pense, dans les semaines qui viennent, parce que c'est un sujet qui est extrêmement délicat et extrêmement important. 18h44, une nouvelle pause. Dans un instant, des sujets un peu plus light, comme on dit en bon français. À tout de suite sur Europe 1. La semaine politique. Pierre de Villeneuve sur Europe 1.